Bonjour et bienvenue dans le podcast Disparu. Avant de vous parler de l'affaire du jour, j'aimerais faire un update et une petite mise à jour sur des affaires traitées samedi dernier dans l'épisode Les enfants disparus de l'Isère. Il s'avère que lundi 25 novembre, un homme a été placé en garde à vue pour être entendu sur les meurtres de Nathalie Boyer, 15 ans, en 1988, et Leïla Afif, 40 ans, en 2000. Après 96 heures de garde à vue, il a été placé en détention provisoire. Alors j'en ai brièvement parlé. Nathalie Boyer, elle a été égorgée et retrouvée morte près de la voie de chemin de fer sur la commune de Saint-Quentin-Falavier. Et Leïla Afif, elle a été tuée par balle à la Verpillière. C'était à 3 km de Saint-Quentin-Falavier. Ça ressemblait d'ailleurs à une exécution. Les enquêteurs ont rapproché les affaires plus pour justement le lieu, puisqu'elles ont été tuées quasiment à 3 km l'une de l'autre, donc c'est au même endroit. Mais effectivement, il y en a une qui a été égorgée, une qui a été tuée par balle, elles n'avaient pas le même âge, etc. Donc les enquêteurs n'étaient pas sûrs en fait de pouvoir les lier. Finalement, ils ont trouvé l'ADN de cet homme sur les scellés de l'affaire de Leïla Afif. Et en fait, les scellés de l'affaire Nathalie Boyer ont été, vous n'allez pas être étonnés, détruits. Et donc, il n'y a pas d'ADN, mais ils auraient pu recouper autrement. Alors peut-être ses déplacements, je ne sais pas. Il habitait à Villefontaine, qui est une commune limitrophe de Saint-Quentin-Falavier et de la Verpillière. L'homme qui a été arrêté, donc de ce que j'ai compris, il s'appelle Mohamed Chabar, il a 63 ans et il aurait été condamné en 2002 pour des viols sur ses filles. Les journalistes interrogent les gens du coin. Tout le monde pense que c'était un gars gentil, discret, toujours serviable, il préparait un voyage en camping-car, monsieur tout le monde quoi. C'est le pôle Cold Case de Nanterre qui a repris l'affaire des disparus de l'Isère qui a permis d'arrêter cet homme-là. Le pôle Cold Case s'occupe d'une trentaine d'affaires. Il y a les affaires de Marion Wagon, Cécile Valin, Tiffaine Véron qui est disparue au Japon. Les disparus du fort de Tamier, peut-être liés à Nordal-le-Landais. Xavier Dupont de Ligonnès, mais aussi la tuerie de Chevaline, la disparition d'Estelle Mouzin ou l'affaire plus ancienne Méchino. Les familles donc de Nathalie Boyer et de Leïla Afif se sont exprimées via leurs avocats. Elles espèrent que les affaires vont être évidemment résolues, mais je pense qu'il y a de la méfiance parce qu'il y a déjà eu des faux espoirs. Puis après des faux espoirs et des fermetures de dossiers, des classements. Donc voilà, je pense que les familles sont dans l'attente. Donc, pour ceux qui ne connaissent pas Villefontaine, Saint-Quentin-Falavier, la Verpillière, en fait c'est plus près de Lyon que de Grenoble. C'est à Grenoble qu'ont disparu les enfants dont j'ai parlé la semaine dernière. Anissa Wadi, Ludovic Janvier, Sharazed Bendouyou, Grégory Dubrul, Fabrice Ladoux. Et en fait, il semble qu'au moins pour le squelette retrouvé dans le Vercors, Grégory Dubrul, qui avait survécu à son agresseur, et Fabrice Ladoux, qui a été retrouvé mort, en fait, on a un modus operandi assez précis. Donc les petits garçons ont eu des coups violents à la tête, ils ont été étranglés, ils ont été violés. Ça semble assez loin des affaires de Nathalie Boyer et Leïla Afif, où on nous dit qu'il n'y a pas eu d'agression sexuelle, pas de traces d'agression sexuelle du moins. La manière de tuer n'est pas du tout la même. Les tueurs en série, on a cette image où ils ont toujours le même modus operandi, les mêmes profils de victimes. On pense à Guy Georges, on pense à Ted Bundy. Mais en fait, on se rend compte que les tueurs en série peuvent aussi avoir plusieurs façons de procéder et des victimes au profil très différents. Ted Bundy, il s'attaquait aux jeunes femmes, mais il a aussi violé et tué une petite fille de 12 ans. Israel Keys, qui est un Américain qui avait l'habitude d'enterrer des kits pour tuer des gens dans différents États des États-Unis, dont l'Alaska. Il n'y avait pas de profil de victime type, c'était vraiment la victime d'opportunité, une situation où il se sentait chasseur, il allait chasser des proies clairement, et qu'importait finalement l'âge, le sexe de ses proies. Et aussi plus récemment Nordal-le-Landais. Voilà, ces victimes n'ont pas du tout les mêmes profils. Et finalement, cette idée que les tueurs en série ont peut-être toujours les mêmes victimes et toujours le même modus operandi, et ça nous ramène à l'affaire d'aujourd'hui, et vous allez voir pourquoi.
Donc aujourd'hui, on va se pencher sur la disparition de Katie Durst, qui s'évanouit un soir de janvier 1982 à New York. Mariée à Robert Durst, on va parler de la disparition de Katie, mais on va aussi se pencher sur le profil de cet homme effrayant qui semble avoir semé les cadavres sur son chemin pendant des décennies et sans être inquiété. On disait de la famille Durst et des Trump qu'ils possédaient la moitié de New York. Vous allez voir, on peut supposer que la richesse et le pouvoir de Robert Durst ne sont pas étrangers au fait qu'il s'en soit sorti pendant très longtemps. Allez, c'était une super longue intro, mais je ne pouvais pas faire autrement que de vous informer de cette avancée quand même sur les affaires de Nathalie Boyer et Leïla Afif. J'espère que ça va avancer, qu'il va y avoir du concret. Et bon, les familles, je pense que obtenir justice après tant d'années, c'est compliqué parce qu'on se dit, lui, il a continué à vivre pendant ce temps-là tranquillement sa vie. Donc je vais pas dire que les familles vont obtenir justice, mais plutôt qu'elles vont, j'espère, obtenir des réponses à leurs questions. Voilà. Eh bien, c'est parti, lançons-nous dans l'affaire de la disparition de Katie Durst. Nous sommes le vendredi 5 février 1982. Michael Struck est avachi sur sa chaise. Un cigare coincé entre les lèvres, la fumée masque ses yeux humides. Pas question que ses collègues le surprennent à chialer. Il attrape le portrait de famille qui trône sur son bureau et le glisse dans un tiroir. Ses enfants et sa femme lui manquent, enfin, son ex-femme. Entre deux dossiers, Michael ressasse. Ses collègues et lui partagent un open space au second étage du bâtiment situé sur la 82e rue à 200 mètres de Central Park. Vers 17h, son regard est happé vers une scène inédite. À l'entrée de la salle, un homme patiente avec son chien. Alors Michael se lève, il est furax. Qui a laissé entrer un chien dans le bureau des enquêteurs de la police de New York? Il se retient de lui hurler dessus. Puis-je vous aider? Oui, j'aimerais signaler la disparition de ma femme. En s'asseyant, le nouveau venu sort le journal qu'il conservait sous le bras et le pose en évidence sur le bureau de l'enquêteur. Sur la couverture du New York Magazine, 5 hommes et un gros titre, les hommes qui possèdent New York. Michael ne reconnaît que Donald Trump et Harry Hemsley, mais le message est clair. Le visiteur doit être plein aux as. D'une voix grave, appuyée par une élocution lente, l'homme se présente. Je m'appelle Robert Durst et je crois que ma femme a disparu. Comme Michael ne réagit pas à ce nom qui ne lui dit absolument rien, Robert Durst change d'attitude. Jusqu'ici, il accrochait les yeux du policier, mais maintenant, il se fait plus penaud. Il jette son regard ici et là et cherche une position confortable. Michael écoute Robert Durst et note des mots-clés dans son calepin. Alors sa femme et lui ont passé le week-end dans leur maison de South Salem, à la frontière du Connecticut. Et le dimanche, Katie a rendu visite à une amie. À son retour, le couple s'est disputé. Katie a voulu retourner dans leur appartement dans l'Upper East Side, en plein cœur de Manhattan. Alors Robert l'a déposée à la gare de Katona aux alentours de 21h. 2 heures plus tard, ils se sont parlé au téléphone. Mais depuis cette soirée du 31 janvier, plus de nouvelles. Robert précise à Michael qu'il a déjà alerté la police d'État de New York. Et non, il ne rencontre aucun problème dans leur mariage. Quand le policier demande à Robert Durst sa profession, l'homme le regarde enfin dans les yeux. « Je suis dans l'immobilier. Ma famille possède des centres commerciaux et des immeubles à New York. Seymour Durst. » Michael Struck en était sûr, le bonhomme est richissime. Durst décrit sa femme Caitlin, que tout le monde appelle Katie, comme une femme de 29 ans, blonde, les yeux noisettes, 1m65, 55 kg. Il tend au policier une photo de sa très belle épouse. Elle a un sourire lumineux et de longs cheveux blonds. Il donne au policier son nom de jeune fille, Mac Cormack. En suivant des yeux Robert Durst et son chien qui s'éloigne, Michael Struck réfléchit.
D'expérience, il sait qu'une femme disparaît pour 2 raisons. Soit elle a quitté son mari sans prévenir, soit elle se tape un autre gars. L'enquêteur va appeler quelques proches pour vérifier. Cette histoire a le mérite de lui changer les idées. Mais remontons dans le temps pour faire connaissance avec Cathy. Kathleen McCormack est la petite dernière d'une fratrie de 5. Tout le monde l'appelle Cathy. Son père est ouvrier dans une compagnie téléphonique. Sa mère s'occupe de la maison et des enfants. La famille, modeste et soudée, vit à Long Island. Adolescente, Cathy est bonne élève. Elle travaille quelques heures par semaine chez un dentiste. Dès la fin du lycée, la jeune femme prend son indépendance. Elle s'installe à Manhattan, où elle occupe un emploi d'assistante dentaire. Cathy a 19 ans. Elle croque la grosse pomme à pleines dents. Quand elle entre dans une pièce, son large sourire et ses yeux bruns séduisent instantanément. Elle vogue de fête en fête, se fait des amis dès qu'elle en a l'occasion. Bavarde et chaleureuse, elle sait mettre à l'aise. C'est le genre de personne qu'on attend pour enfin commencer la soirée. Vous voyez le genre. Et Cathy, elle arrive quand ? À l'automne 1971, elle rencontre Robert Bobby Durst. Il est chargé de récolter les loyers dans son immeuble. C'est le coup de foudre. Robert Durst a 28 ans, il est pas très grand, mais raffiné, intelligent et beau avec ses yeux noirs en amande. Il est secret, presque mystérieux. Bobby est aussi réservé qu'elle est sociable, il est aussi méfiant qu'elle rayonne. Il paraît que les opposés s'attirent. Pour ne rien gâcher, la famille de Bobby est l'une des plus riches des États-Unis. Après 2 rendez-vous, le jeune homme propose à Cathy de s'installer avec lui à Middlebury, dans le Vermont. Il y tient un magasin d'alimentation. La jeune femme accepte. En fait, elle est prête à le suivre n'importe où. Cathy et Bobby s'adaptent à la vie rurale en quelques semaines. La jeune femme gère la boutique et se prend au jeu. Les clients admirent sa chevelure, ses dents blanches et régulières, et sa taille de guêpe. Ils veulent manger ce qu'elle mange, donc c'est une parfaite ambassadrice pour le magasin. Robert, pendant ce temps-là, il voyage entre New York et Middlebury pour les affaires familiales. Quand il ne travaille pas, Cathy et Bobby se promènent en forêt avec leurs chiens. Ils aiment partir à l'aventure sur les routes du Vermont, du New Hampshire et du Maine. Bobby semble heureux, loin de son père. Mais quelques mois plus tard, à la demande de ce dernier, le couple retourne vivre à New York. Ça ne les empêche pas de partir à l'aventure quand bon leur semble. Comme cette fois où ils s'offrent un road trip en Floride et en Californie, à bord de leur combi Volkswagen. Les tourtereaux dépensent le strict minimum et passent leur nuit dans des campings, de parfaits baroudeurs. On est en plein dans les années hippies. Le couple se marie le 12 avril 1973, le jour des 31 ans de Bobby. La cérémonie est minimaliste, seule la mère de Cathy et le père de Bobby sont présents. Sur une photo prise ce jour-là, on voit Cathy parée d'une robe blanche aux manches bouffantes. Elle est collée à Robert, qui porte dans les bras leur chiot Malamute. Le jeune homme a le visage fermé et le chien regarde désespérément le sol. Seule Cathy semble heureuse. Quelques semaines plus tard, Robert confie un secret à sa toute nouvelle femme. En fait, il n'a jamais fait de doctorat à l'Université de Californie à Los Angeles. Il a arrêté ses études avant de l'obtenir. Cathy n'apprécie pas qu'il ait menti, mais qui est-elle pour juger ? Après tout, Bobby a eu une enfance difficile. À l'âge de 7 ans, il a vu sa mère se jeter la tête la première du toit de la maison familiale. Après le drame, le patriarche s'est réfugié dans le travail. Il a confié l'éducation de ses 4 enfants à des nourrices. Cathy sait que son mari a manqué d'amour, alors elle lui pardonne ses bizarreries. Au retour de leur voyage de noces, Cathy s'inscrit à l'école d'infirmière pendant que Robert travaille pour son père à New York. Il ne porte pas de vêtements de luxe et Bobby conduit de vieilles voitures. En revanche, ils déjeunent ou dînent chaque semaine dans de grands restaurants new-yorkais. Ensemble, ils visitent l'Europe, les Caraïbes, l'Amérique du Sud et l'Asie. La grande vie. Parfois, Bobby part seul sur les routes. Cathy ne peut ni l'accompagner, ni lui demander où il va. Elle ne sait pas non plus quand il revient, mais elle s'y habitue. Tout le monde a des secrets. Depuis son inscription en école d'infirmière,
Cathy a obtenu son diplôme avec mention. Elle a ensuite intégré une école de médecine dans le Bronx. Quand elle disparaît le 31 janvier 1982, elle n'a plus que quelques cours à valider pour devenir pédiatre. Alors, par acquis de conscience, Michael Struck contacte l'établissement. Il apprend que le lundi matin, c'est-à-dire le lendemain de son retour à New York, Cathy aurait appelé l'école pour prévenir de son absence. Mais en creusant un peu, le policier apprend qu'elle était nerveuse depuis quelque temps. Elle a même échoué à des examens importants. Son mariage bat de l'aile et toute l'école est au courant. Alors, au bout du fil, Michael, il est perplexe. C'est pas du tout ce que Robert Durst lui a dit. Le directeur de l'école de médecine suggère à l'enquêteur de contacter un ami de Cathy, un autre étudiant, qui s'appelle Larry Cohen. Alors, quelques minutes après avoir raccroché, Michael Struck prend à nouveau son téléphone et compose le numéro du jeune homme. Il se présente et explique la raison de son appel. L'étudiant est immédiatement préoccupé. « Qu'est-ce qui vous inquiète ?» demande le policier. Il la bat, il lui fait sacrément peur. Il la frappe ? Oui, souvent apparemment. Avez-vous déjà vu des marques de coups sur elle ? Non, mais elle m'appelle tard le soir, parfois en pleurant, pour me dire qu'il lui a donné une claque ou un coup de poing, et elle est effrayée. Est-ce qu'elle prévoyait de le quitter ? Elle parle de divorce, mais elle doit obtenir son diplôme l'été prochain, donc je lui dis de tenir, de finir l'école, et de s'occuper ensuite de son mariage. Le policier remercie son interlocuteur. Une femme qui se confie à un autre homme sur son mari, ça cache quelque chose. Il compose le numéro de la mère de Cathy. Anne McCormack n'apprécie pas vraiment son gendre. Il n'a jamais fait d'effort pour s'intéresser à sa belle famille. En revanche, il compte le moindre sou qu'il donne à sa femme. Multimillionnaire, mais radin comme un pou. Cathy s'est d'ailleurs inscrite à l'école de médecine pour être indépendante financièrement. Quand le policier demande si le couple rencontre des difficultés, Anne répond, en bonne catholique soucieuse de la discrétion, « On a tous des problèmes maritaux d'une manière ou d'une autre ». Anne McCormack n'est pas la seule à s'inquiéter. Jim McCormack a vu sa sœur pour la dernière fois à Noël, dans la maison familiale de Long Island, où s'est déroulée une scène glaçante. Après le traditionnel repas, Robert a voulu quitter les lieux, mais Cathy n'était pas de cet avis. Il l'a alors tirée par les cheveux pour la relever. Et quand Bobby a enfin lâché sa femme, Jim a vu des mèches de cheveux blonds dans le poing de son beau-frère. Mais Cathy s'est voulue rassurante. « C'est bon, Jimmy, c'est bon. » Ils sont partis et tout le monde en est resté là. Marie est dévastée. Sa sœur Cathy lui a raconté des choses affreuses sur son mari. Par exemple, comment il l'a forcée à avorter peu après leur mariage. « Si tu n'avortes pas, je demande le divorce. » Il ne voulait pas d'enfant. Bon, peut-être qu'il savait qu'il ferait un très mauvais père. Oh, vous allez voir pourquoi. Un jour, alors qu'il conduisait, Bobby a vidé une bouteille d'eau entière sur la tête de Cathy parce qu'il était mécontent des propos qu'elle avait tenus en public. Michael Struck continue son enquête. Il contacte ses collègues de la police d'État de New York. Et il apprend que jeudi soir, une amie de Cathy, une dénommée Gilberte Najami, s'est présentée au poste et a insisté pour signaler la disparition de la jeune femme. Dimanche dernier, alors qu'elle recevait des amis à dîner, Cathy a sonné chez elle dans tous ses états et est très remontée contre Bobby. Ce dernier a ensuite appelé Gilberte à plusieurs reprises pour ordonner à Cathy de rentrer dans leur maison de South Salem. Et avant de partir, Cathy aurait dit à son amie « S'il m'arrive quelque chose, c'est Bobby ». Le combiné coincé entre son épaule et son oreille, Michael Struck feuillette son calepin jusqu'à trouver la note qu'il cherche. C'est bizarre. Robert Durst, il a affirmé avoir déclaré lui-même la disparition de sa femme à la police d'État de New York. Il a donc menti. Devant l'inquiétude de Gilberte, la police d'État a en fait envoyé vendredi matin 2 policiers à South Salem. Ils ont rencontré Robert Durst qui leur a dit avoir appelé sa femme le dimanche soir. C'est la dernière fois qu'il lui aurait parlé. Quand les policiers l'ont informé qu'il pouvait vérifier ses dires grâce au relevé téléphonique, Robert s'est souvenu d'un détail.
Alors oui, il a bien appelé Cathy le dimanche soir, mais à partir d'une cabine téléphonique de la route 35. Cette cabine, elle est située à 5 kilomètres de la maison et ce soir-là, la météo, c'était plutôt entre pluie et neige. Avant de raccrocher, le policier d'État donne une dernière information à son homologue. Gilbert Najami se serait disputé avec un certain Michael Burns, un autre ami de Cathy. Et Michael Burns aurait conseillé à Gilbert de la laisser tranquille, de laisser Cathy tranquille, et que si elle ne répondait pas, c'est qu'elle était enfin partie. Bon, alors Michael Struck, il en tire une conclusion, il se confie à son collègue et lui dit on dirait qu'il se la tape et qu'elle est partie. Le policier reprend donc ses notes et tape son rapport. Il appelle ensuite le service des personnes disparues et donne le nom, le numéro de téléphone et l'adresse de Kathleen Durst. Un peu avant 1 heure du matin, il écrit dans son calepin « Femme partie ou suicide ». Le lendemain, Michael Struck revient au bureau après une courte nuit de sommeil. Donc quelque chose le dérange dans cette histoire. Déjà le fait que Robert Durst lui ait menti, son mariage bat visiblement de l'aile, mais en même temps, quel homme aurait envie d'en parler publiquement? Et OK, les proches de Cathy accusent son mari de la battre, mais peut-être qu'il a une bonne raison, comme un éventuel amant. Attendez, je vais vomir et je reviens. Mais un élément perturbe l'enquêteur et c'est pas du tout celui auquel vous pensez. Non, Michael Struck il se demande pourquoi Cathy Durst voudrait quitter son mari alors qu'il est plein aux as. Vers midi, le téléphone sonne. C'est Robert Durst. Il veut confier au policier un détail qui pourrait aider. Sa femme consomme de la cocaïne. Son dealer, un certain Michael Burns, est peut-être son amant. Alors, quand les deux hommes raccrochent, le policier, cette fois, il écrit « fugue conjugale » sur son rapport d'enquête. Mais quelques jours plus tard, Michael Struck, il est à nouveau au bureau et il est quand même intrigué par le comportement du mari, qui a mis 5 jours à signaler la disparition de sa femme et ne semble pas vraiment inquiet. Alors il décide de rendre une petite visite au multimillionnaire. Robert l'invite à visiter l'appartement. Michael Struck est surpris, presque déçu. En fait, il s'attendait à mieux. Il y a peu de mobilier, c'est assez sombre, aucune décoration. En revanche, la vue sur la Hudson River est grandiose. Là, ça en jette. Une fois installé dans un confortable fauteuil en cuir du salon, Michael Struck demande à Robert Durst de répéter ce qu'il lui a dit au poste de police. Un détail important aurait pu lui échapper. Alors Robert, il s'exécute. Donc le soir de sa disparition, Cathy est rentrée, déjà saoule, de chez Gilbert Najami. Elle a commencé à lui crier dessus en se servant un verre, puis deux, et finalement, dans une colère noire, elle a exigé de rentrer sur New York. Robert l'a déposée à la gare de Katona. Là, elle a pris le train de 21h17 pour Manhattan. Et oui, il l'a bien appelée à l'occasion d'une promenade nocturne avec son chien pour s'assurer qu'elle allait bien. Et c'est la dernière fois qu'ils se sont parlé. Et plus le temps passe, plus il est convaincu qu'elle a une aventure avec ce Michael Burns. Le policier griffonne sur son calepin avant de se lancer. Avez-vous déjà frappé ou battu votre femme? Mais Robert Durst répond sans hésitation. Non, je ne frapperai jamais Cathy. Le policier remercie donc Robert Durst qui le raccompagne sur le palier. Un employé attend l'enquêteur devant l'ascenseur pour lui ouvrir la porte. Ils ont 16 étages à descendre. Struck profite du fait qu'il soit seul pour poser quelques questions à l'employé. Connaissez-vous Cathy Durst? Oui. Vous travailliez dimanche soir dernier? Oui, jusqu'à 6 heures du matin. Est-ce que vous avez vu Madame Durst? Euh, oui, je l'ai vue. J'ai vu Madame Durst. Dimanche soir dernier? Oui. Je l'ai accompagnée jusqu'à sa porte. Comment vous appelez-vous? Eddie Lopez. Et vous avez vu Madame Durst dimanche soir dernier, le 31 janvier? Oui, autour de 23 heures. Était-elle accompagnée? Non, elle était seule, mais j'ai fait monter un homme jusqu'à son appartement 1 à 2 heures plus tard. Pouvez-vous me le décrire?
Un homme blanc, peut-être 35 ans, bien habillé, pantalon foncé, veste en cuir. Il avait un cou assez large et des petits cratères sur son visage. Vous êtes sûr qu'il est allé vers l'appartement de Madame Durst? Oui, je l'ai vu ouvrir la porte. Aviez-vous déjà vu cet homme? Non. Et si Cathy n'avait jamais quitté l'immeuble? Le policier organise une fouille pour l'après-midi même. Une douzaine de policiers explorent les parties communes de l'immeuble new-yorkais, du toit au sous-sol, en passant par le jardin. Mais ils ne trouvent rien. 2 heures plus tard, l'équipe quitte les lieux, bredouille. Mais Michael Struck a maintenant un suspect, ce mystérieux visiteur. Le mardi 9 février, branle-bas de combat au poste de police du 20e. La disparition de Cathy Durst fait la une des journaux. Le New York Daily News publie une photo de la jeune femme tout sourire dans un col roulé, les cheveux détachés. Elle respire le bonheur. Au-dessus de sa photo, quelques mots en majuscules. Femme disparue, récompense de 100 000 $. Dans le New York Post, Cathy paraît plus jeune. Vêtue d'un débardeur blanc et les cheveux relevés en chignon, elle a un sourire discret au bord des lèvres. Les journalistes ont titré « Disparue, à la recherche de la belle épouse du magnat de l'immobilier ». La pression médiatique s'avère efficace. Le jour même, une équipe d'enquêteurs chevronnés rejoint Michael Struck sur l'affaire. Quelques heures plus tard, Jim McCormack, le frère de Cathy, appelle la police et demande à parler à Michael Struck. Maintenant que l'affaire est publique, Jim est inquiet et il a des révélations à faire. Quelques mois plus tôt, Cathy lui a confié un dossier contenant la preuve que Bobby a falsifié ses déclarations d'impôts. Elle voulait faire pression avec ces documents et obtenir un accord de divorce. D'ailleurs, elle a pris un avocat. Avant de raccrocher, Jim en profite pour révéler une facette surprenante et peu reluisante de Robert Durst. Il est kleptomane. Il vole les bicyclettes de ses voisins et va les déposer dans le centre-ville de New York. Bon, une drôle de façon de se distraire. Au fil des jours, les enquêteurs accumulent les témoignages. Michael Burns nie vendre de la drogue ou avoir une liaison avec Cathy, mais par contre confirme que Bobby la frappe. Et elle parlait souvent de le quitter. Michael Struck apprend aussi qu'en fait, Robert Durst a une maîtresse, et pas n'importe qui. C'est Prudence Farrow, la petite sœur de l'actrice Mia Farrow. Je ne sais pas si vous savez, mais les Beatles ont écrit pour elle la chanson Dear Prudence. Et les membres des Beach Boys l'adorent. Robert et Prudence se fréquentent depuis plus d'1 an et Cathy est au courant. Elle, ce qu'elle veut, c'est obtenir un accord financier pour le divorce. Au téléphone avec l'enquêteur, l'avocate de Cathy corrobore cette histoire d'argent. Cathy demande 400 000 $, une bagatelle pour Robert Durst. Pourtant, depuis qu'il est au courant, il a arrêté de payer l'école de médecine, retiré le nom de sa femme du compte joint et fait opposition à ses cartes de crédit. Et puis, il y a les animaux. Depuis leur mariage, les Durst ont eu de nombreux chiens. Robert les a tous appelés Igor. 7 d'entre eux sont morts après quelques mois dans d'étranges circonstances, et toujours en l'absence de Cathy. Elle a confié à son avocate qu'elle était persuadée que c'était Robert qui les avait tués. Michael Struck rencontre celle qui a lancé l'alerte, Gilberte Najami. Bon, le policier n'aime pas ce genre de femme. Elle porte des chaussures de sécurité et elle est à 1000 lieues de son idée de la féminité. Je vous rappelle qu'on est en 1982. Gilberte répète qu'elle est la meilleure amie de Cathy et elle n'y va pas par 4 chemins. Le dimanche suivant la disparition de son amie, elle a jeté une pierre sur une fenêtre de la maison du couple à South Salem avant d'entrer par effraction. Et la maison est très propre. Trop propre. En fait, elle n'a jamais été aussi propre. Pourtant, Cathy n'est pas une fée du logis. Alors Gilberte, elle a fouillé les poubelles du domicile. Elle a aussi appelé Bobby mardi quand elle a vu la une du Daily News. Et il lui aurait confié que les journalistes se sont en fait trompés en mettant un 0 de trop.
La récompense, c'est pas 100 000 $, non, c'est 10 000 $. OK. Quand Najami accepte enfin de quitter son bureau, Michael Struck se souvient de la conversation qu'il a eue quelques jours plus tôt avec la sœur de Cathy, Marie. Cette dernière, munie d'un double des clés, s'est rendue à l'appartement du couple. Dans le vestibule, elle a trouvé le manteau de sa sœur tout fripé. Il avait été lavé. Mais quel gâchis! Une pièce à 600 $, ça se nettoie à sec. Tout le monde sait ça. Et surtout Cathy. Marie a aussi été interpellée par l'homme à tout faire. Robert avait mis tellement d'objets dans le vide-ordures qu'il l'a complètement bloqué. Alors, Marie, comme elle était là, elle a jeté un coup d'œil et elle a reconnu les affaires de sa sœur. Il y avait surtout des livres de médecine et des vêtements. Elle a aussi trouvé une note, connue aujourd'hui sous le nom de The Dig Note, qui contient la série de mots suivants. Décharge ou déchetterie, pont, creuser, bateau, autre, pelle ou regarder les locations de voitures, camions. Une note qui, même pour les moins soupçonneux d'entre nous, ressemble quand même à une liste d'objets et de lieux qui permettrait de se débarrasser d'un cadavre. Pour Michael Struck, quelque chose cloche. Durst vient signaler la disparition de sa femme, il assure que le couple va bien, avant de finalement l'accuser d'avoir une liaison avec un dealer de cocaïne. Alors qu'en fait, d'après ce que le policier a compris, Robert, il a une maîtresse depuis 2 ans et Cathy, non seulement elle avait demandé le divorce, mais en plus, elle avait peur de mourir sous ses coups. Il demande alors les relevés téléphoniques de Robert Durst et organise une fouille de l'appartement par la police scientifique. Ils aspergent les murs et le sol de luminol qui ne révèlent aucune trace de sang. Le policier jette un œil au vestibule. Le manteau mentionné par Marie a disparu. La police reçoit un rapport de l'hôpital qui date du 2 janvier 1982, donc moins d'un mois avant sa disparition. Ce jour-là, elle s'est présentée aux urgences, un hématome et une bosse sur la pommette gauche. Son mari l'a frappée. Ah, pas une claque, hein, non, un coup de poing. Plusieurs coups de poing même, d'après les bleus sur son corps. Les médecins lui ont prescrit du Tylenol pour la douleur, hein, l'équivalent du Doliprane chez nous, avant de lui conseiller de changer de mari. Kathleen Durst a maintenant disparu depuis plusieurs semaines. Les McCorman rendent visite à Seymour Durst, le père richissime de Robert. Il ne les a jamais contactés depuis la disparition de Cathy, qui est pourtant sa belle-fille depuis 9 ans. La famille est reçue dans une grande salle de réunion. L'ambiance est glaciale. Avec son argent, Seymour pourrait relancer l'enquête ou engager des détectives, mais il ne veut rien entendre. Le patriarche laisse même son fils cadet, donc le petit frère de Robert, mettre un terme brutal à la réunion. Comme s'il savait qu'il était déjà trop tard. Les amis de Cathy continuent de la chercher. Gilbert Najami, Hélène Strauss et Eleanor Schwank, ces 3 amis, retenez ça, confrontent leurs hypothèses et se soutiennent mutuellement. Durant plus d'1 mois, Gilbert a fait les poubelles de la maison de South Salem. La nuit, les 3 jeunes femmes fouillent les jardins de la propriété de Douglas, le frère de Robert. Elles refont le trajet en train que Cathy aurait emprunté le soir de sa disparition. Elles interrogent le personnel de gare et les habitués. Personne ne l'a vue. Et la chronologie avancée par Bobby ne tient pas. Désemparées, elles font le tour des instituts psychiatriques et s'interrogent. Cathy serait-elle entrée dans un programme de protection de témoins? Elle tente même de recruter un détective privé, un ancien policier de New York à la retraite, qui refuse de les aider. Le 19 mars, les 3 amis se présentent au bureau de Michael Struck. Pourquoi Bobby est-il encore libre? Pourquoi n'a-t-il pas été interrogé? Pourquoi la maison de South Salem n'est pas fouillée? Le policier peine à cacher sa colère. Ces 3 femmes viennent lui dire comment faire son travail et sans s'annoncer en plus, c'est vraiment le pompon. Bon, il est d'accord avec elles sur le fond, mais il a besoin de preuves, d'éléments concrets. Alors, il remercie sèchement les 3 femmes, écrasant au passage dans sa poigne la main d'Eleanor.
Pourquoi se priver? Quelques jours après cette visite surprise, l'enquêteur rencontre le procureur du comté de New York. Cette fois, il insiste. Il a les témoignages des amis et de la famille de Cathy, le rapport de l'hôpital et les déclarations floues et mensongères de Robert Durst. Est-ce qu'ils peuvent enfin lancer une procédure à son encontre? L'amener devant un grand jury? Le procureur est catégorique. Ils peuvent l'accuser, mais Durst ne sera jamais déclaré coupable. D'abord parce que les preuves sont circonstancielles, mais surtout parce qu'il peut se payer les meilleurs avocats du pays. Alors le policier n'a plus qu'une solution, ou plutôt deux: obtenir une confession ou trouver le corps. L'année 1982 passe. Le désespoir des proches de Cathy perdure et Michael Struck recommence à travailler sur d'autres dossiers. L'espoir renaît en hiver, quand Struck reçoit enfin les relevés téléphoniques demandés 1 an. Et contrairement à sa version, Durst n'était pas dans le Connecticut le 2 février, le surlendemain de la disparition de Cathy. En fait, les documents révèlent que Bobby a téléphoné à sa secrétaire le jeudi 2 février à partir d'une cabine téléphonique de Ship Bottom, petite ville côtière au nord d'Atlantic City, dans le New Jersey. C'est situé à peu près à 2 heures de New York. Ship Bottom est aussi à proximité de Pine Barrens. C'est une région boisée à la frontière entre la Pennsylvanie et l'État du New Jersey. C'est une région connue puisque c'est là que la mafia enterre les corps. La terre est meuble en toute saison. Alors, en désespoir de cause, Michael Struck fait la route jusqu'à Ship Bottom. Il prend le temps d'admirer l'Atlantique et se demande si le corps de Cathy n'est pas déjà au fond de l'eau, quelque part dans cette immensité. Puis, il va quand même jeter un œil à la cabine téléphonique d'où Bobby a passé ses appels. Il pousse la porte, il rentre, il touche le téléphone et regarde autour de lui. Une rue, des passants et une laverie. Alors voilà ce qu'a vu Durst 48 heures après la disparition de sa femme. Pour l'enquêteur, c'est évident, il a fait laver le manteau de Cathy dans cette laverie. Le policier assemble peu à peu les pièces du puzzle, mais il n'a ni corps ni confession. Il ne le sait pas encore, mais pour lui, l'affaire s'arrête ici. Alors le temps passe, et nous sommes maintenant en novembre 1999. Joseph Becerra, on l'appelle Joe, est enquêteur de la police d'État de New York. Il a 7 ans d'expérience dans ce service et adore son travail. Quand il ne planche pas sur des dossiers, il court avec ses 2 Rottweilers et garde sa minuscule maison propre et rangée. À 35 ans, il a encore un visage de poupon. Ses yeux en amande sont surmontés de larges sourcils noirs, ses lèvres sont charnues et sa pommade n'a aucun défaut. Quant à son corps, il l'entretient depuis l'adolescence. Dans son ancien service, on l'appelait Hollywood. Un matin de novembre 1999, à peine arrivé au bureau, son téléphone sonne. Son chef, assis 3 mètres plus loin, ne lève pas les yeux de son ordinateur. Il n'est pas du matin. Au bout du fil, un homme à la voix familière, Tim Martin. Joe l'a arrêté à de multiples reprises pour exhibitionnisme. Et dans sa spécialité, Martin, il est sans limite. Alors, il peut se masturber devant un groupe de personnes âgées en plein New York, comme à la sortie d'un collège. Et c'est à cette dernière occasion que Joe l'a arrêté. La justice l'a reconnu coupable des faits reprochés et il a écopé d'une peine avec sursis. Peut-être a-t-il pris l'arrestation de Joe pour une main tendue, qui sait. Toujours est-il que Martin lui dit qu'il a un cadeau pour lui. Il a le nom du meurtrier de Cathy Durst, disparue en 1982. Mais Joe, il ne sait pas qui est Cathy Durst, encore moins son mari. Quand Joe retrouve Tim Martin chez son avocat pour conclure un marché, on n'a rien sans rien, le délinquant résume l'affaire. Son grand frère Alan a été marié à Janet Fink, l'aide ménagère des Durst, dans leur maison de South Salem. Quelques jours après la disparition de Cathy, Janet se serait rendue dans la luxueuse maison pour le nettoyage habituel, mais les meubles auraient été déplacés. Elle aurait même trouvé du sang sur le lave-vaisselle. Janet est persuadée que Robert Durst a tué sa femme avant de l'enterrer.
De retour au poste de police, l'enquêteur avise un dossier poussiéreux déposé sur son bureau par son supérieur. Il s'agit de l'affaire de la disparition de Katie Durst, le dossier de Michael Struck, enquêteur principal. Le soir même, Joe s'installe sur son sofa, les deux Rottweilers étalés à ses pieds. Il ouvre le dossier jauni et s'attaque à la lecture des notes rédigées par ses collègues 17 ans plus tôt. Joe Becerra ne sait pas vraiment quoi penser de la disparition de Katie Durst. Est-ce que c'est vraiment une bonne idée de rouvrir le dossier? Avec le temps, les preuves et les témoignages perdent de leur valeur. 2 semaines après avoir pris connaissance des notes et des rapports de police de 1982, Joe se rend à South Salem. L'adresse de la maison n'apparaît nulle part dans le dossier. Alors il doit se fier à sa description pour la retrouver. Espérant ne pas se tromper, il sonne à la porte d'un charmant cottage gris au bord du lac Truesdale. Une jeune femme du nom de Gabrielle Colquitt lui ouvre. Elle vit seule dans cette somptueuse demeure qu'elle a achetée en 1994 à un couple qui l'avait lui-même achetée à Robert Durst 4 ans plus tôt. Gabrielle, elle est au courant de la disparition de Katie. Mais par contre, elle tombe des nues quand le policier lui apprend que la maison, le jardin et le lac n'ont jamais été fouillés. Alors Joe n'a aucun mal à obtenir son autorisation pour dépêcher la police scientifique sur place. Ils feront au plus vite, mais ça doit rester secret. Qui sait comment Robert Durst pourrait réagir s'il l'apprenait? Joe se rend ensuite au bureau de la procureure du district de New York, Janine Pirro. En 99, Pirro est accaparé par le sauvetage de sa carrière, puisque son mari, Al Pirro, célèbre avocat dans l'immobilier, est accusé d'avoir caché au fisc plus d'1 million de dollars de revenus. Janine Pirro est aussi accusée d'avoir signé des documents compromettants, bien qu'elle clame n'être au courant de rien. Le couple est résolument républicain. D'ailleurs, après son poste de procureur, Janine Pirro sera embauchée par la célèbre chaîne Fox News. Mais pour le moment, elle profite de son statut pour engager la lutte contre les crimes de haine et contre l'environnement. Elle lance aussi la première unité consacrée exclusivement aux violences domestiques dans le comté de Westchester. Alors, quand Joe lui exprime son souhait de rouvrir le dossier sur la disparition de Katie Durst, Pirro ne s'embarrasse pas vraiment de consignes. Elle lui dit juste allez-y, mais tenez-nous informés. C'est officiel, l'enquête est rouverte. À South Salem, les fouilles sont lancées dès le printemps. Joe Becerra fait appel à la police scientifique pour étudier les moindres recoins de la bâtisse et à des plongeurs pour explorer le lac. Le jardin est aussi minutieusement sondé. Au total, les policiers se rendent une demi-douzaine de fois sur place. Comme rien ne va plus vite que les rumeurs dans un quartier chic, les policiers utilisent des véhicules banalisés et Joe Becerra explique aux voisins trop curieux qu'il s'agit d'un exercice. Mais malgré la volonté et le travail acharné des policiers, les fouilles ne donnent rien. Gabrielle Colquitt aura la peur de sa vie 1 an plus tard, quand, le 12 avril 2001, Robert Durst s'invitera sur sa propriété pour fouler l'herbe du jardin, fixer le lac, avant de remonter dans sa voiture sans un mot, malgré les hurlements de Gabrielle. Peut-être sa manière à lui de fêter son anniversaire de mariage. Mais revenons en 2000. En parallèle des fouilles à South Salem, Joe Becerra rencontre Michael Struck et les proches de Katie. Donc ses sœurs, Anne et Marie, son frère Jim, sa meilleure amie Gilberte Najami et Janet Fink. Tous sont d'accord sur un point, Robert Durst est responsable de la disparition de Katie. En rencontrant Janet Fink, le policier réalise qu'elle était bien plus que la simple aide ménagère mentionnée dans le dossier de Struck. Curieusement, elle n'a jamais été interrogée. Après avoir monté son entreprise de nettoyage à 16 ans, Janet a su gagner la confiance de riches clients, dont les Durst, au point de vivre avec eux dans leur appartement de Manhattan et de passer son temps libre avec Katie. Ensemble, elles ont fait la fête chez Keith Richards, vous savez, le guitariste des Rolling Stones, qui possédait une maison lui aussi à South Salem, et aussi chez Hugh Hefner, le fondateur et propriétaire de Playboy.
Mais Janet est formelle. Au moment de la disparition de Cathy, c'est Liz Jones qui était en charge de la maison de South Salem. Et le témoignage de Liz Jones est en effet accablant. Elle raconte aux policiers avoir vu une tache de sang sur la porte du lave-vaisselle et des empreintes sales dans la maison. Le jour où l'affaire de la disparition a éclaté dans les journaux, 2 policiers ont sonné à la porte du cottage de South Salem. Liz Jones leur a ouvert et les a guidés vers le sang et vers les empreintes. Mais les policiers n'étaient visiblement pas intéressés. Quand Joe Becerra parle à Michael Struck du témoignage de Liz Jones, le policier à la retraite semble surpris. Ce jour-là, il était sur place avec son partenaire et 2 policiers de l'État de New York. Ils interrogeaient les voisins, mais aucun d'entre eux n'est rentré dans la maison. Enfin, jamais ils n'auraient fait ça sans mandat. Difficile pourtant, 18 ans après les faits, de trouver à la pauvre Liz Jones une raison de mentir. Mais c'est le témoignage d'Eddie Lopez, vous vous souvenez, le portier de l'immeuble des Durst en 1982, qui va finalement relancer le dossier. Puisque face à un Joe Becerra, déterminé, Lopez se confesse. Le dimanche 31 janvier 1982, il n'a pas vu Cathy. Quant à l'homme mystérieux qu'il a décrit à Michael Struck dans l'ascenseur, il n'existe pas. En fait, Eddie Lopez, il a menti. Il quittait régulièrement son poste pour s'enfiler du whisky et n'avait pas trouvé mieux pour couvrir son absence. Or, sans le témoignage d'Eddie Lopez, la chronologie et la localisation des faits changent radicalement. Ça signifie que personne n'a vu la jeune femme rentrer sur New York le soir du dimanche 31 janvier 1982. Le dernier à l'avoir vue vivante est donc bien Robert Durst à South Salem. Le 8 novembre 2000, Joe Becerra organise une réunion avec des proches de Cathy, un représentant de la police de la ville de New York, un représentant du cabinet de la procureure Janine Pirro et Michael Struck. Quelques semaines plus tôt, le chirurgien new-yorkais Robert Birenbaum a été condamné pour le meurtre de sa femme disparue en 85 et le dossier ne comportait que des preuves circonstancielles. Donc pour Joe, c'est le signe que la justice elle est prête. Robert Durst pourrait être inculpé, voire condamné. Il rappelle à ses interlocuteurs qu'il enquête depuis presque un an et que la réouverture de l'enquête est secrète. Elle doit le rester jusqu'à nouvel ordre. Parce que la fortune des Durst s'élève à plus de 2 milliards de dollars et Robert, il a les moyens de leur échapper. D'ailleurs, Joe ajoute qu'il a un problème de taille. Il ne sait pas où se cache son suspect. Bobby évolue en fait sous les radars depuis 1993. Cette année-là, son père a confié les rênes de l'empire familial à Douglas, le frère cadet. La tradition voulait pourtant qu'il transmette la société à Bobby, l'aîné de la fratrie, mais bon, Seymour, il était ni aveugle ni sourd. Quand son fils aîné ne volait pas de l'argent à l'entreprise, il urinait dans les poubelles de bureau de ses employés. Et Douglas, Douglas, il était moins bizarre, quoi. Quand Robert a appris la nouvelle, il a claqué la porte et coupé les ponts avec sa famille. 2 ans plus tard, Seymour Durst est mort et Bobby a brillé par son absence aux funérailles. Dès le lendemain de la réunion, la réouverture de l'enquête fait la une des journaux. Le New York Daily News et le New York Times titrent sur l'affaire. La police est aux trousses de Robert Durst pour la disparition de sa femme en 1982. Vous l'imaginez, Joe Becerra, il est furieux. Quelqu'un a parlé et Robert Durst, il est forcément au courant. Janine Pirro fulmine aussi. Son nom n'est mentionné nulle part, alors que c'est elle qui a autorisé la réouverture de l'enquête. Bon, à partir de maintenant, c'est elle qui s'occupe des médias. Et les prises d'initiative du policier ne sont plus les bienvenues. Le 24 décembre 2000, les policiers de Los Angeles sont appelés par les habitants du quartier de Benedict Canyon à Beverly Hills. Les fox terriers d'une habitante aboient depuis des heures. Bon, les officiers en service n'ont
aucun mal à localiser la maison de leur propriétaire, une petite maison en bois sombre. Elle ne paie pas vraiment de mine, mais la colline boisée qui la surplombe lui donne quand même un certain charme. La porte d'entrée n'est pas fermée à clé, personne ne répond à leur appel. En contournant la maison, les policiers découvrent une porte ouverte. À l'intérieur, ils distinguent des traces de pattes de chien. Les animaux ont visiblement marché dans une substance rouge vif. Sans attendre, les policiers entrent dans la maison, armes de service au poing. Le sang les mène jusqu'à la chambre principale. Là, ils tombent sur le corps d'une femme. Elle est allongée sur le ventre, dans une mare de sang. On lui a logé une balle de 9 mm à l'arrière de la tête. Elle porte un jogging et un simple t-shirt. Il s'agit de Suzanne Berman, la locataire des lieux. En plus d'être journaliste et écrivaine, elle est la fille unique de Davy Berman, maintenant décédé, riche figure de la mafia de Las Vegas. Les policiers ne le savent pas encore, mais Suzanne Berman est aussi la meilleure amie de Robert Durst. Suzanne naît le 18 mai 1945. Elle grandit à Las Vegas. Sa mère est danseuse sur le strip et elle meurt quand elle a 13 ans. Alors en vrai papa poule, son père la chouchoute et lui offre les plus beaux cadeaux. Une fois le lycée terminé, Suzanne s'inscrit à l'Université de Californie de Los Angeles. C'est une jeune femme très sociable et enjouée. On la reconnaît de loin grâce à sa frange épaisse et ses longs cheveux raides et noirs. Elle aime être le centre de l'attention, un peu comme si elle ne savait pas faire autrement. Elle rencontre Robert Durst à l'université. Les deux accrochent instantanément. Peut-être parce qu'ils ont tous les deux perdu leur mère quand ils étaient enfants, ou parce qu'ils ont tous les deux un père millionnaire. Suzanne et Bobby ne se lâchent plus et se considèrent comme frères et sœurs. Quand Suzanne part travailler à New York après l'obtention de son master, elle se rapproche encore un peu plus de Bobby. Elle rencontre ses amis et Cathy, qu'elle semble apprécier. En 1981, Suzanne publie ses mémoires, Easy Street, sur son enfance particulière. Des producteurs d'Hollywood lui achètent les droits, mais le film n'est jamais réalisé. Quand Cathy disparaît, Suzanne soutient Bobby et le représente dans les médias. Elle retourne ensuite en Californie. Elle rêve de devenir scénariste, mais personne n'achète ses histoires. Elle se marie, divorce et rencontre des difficultés financières. Sa vie de princesse n'a plus rien d'un conte de fées. Un an plus tôt, quand Becerra replonge dans le dossier de la disparition de Cathy Durst, les amis de Cathy lui suggèrent d'interroger Suzanne Berman. En fait, ils sont persuadés qu'elle sait quelque chose. Peut-être qu'elle a aidé Bobby. Et peut-être que c'est elle qui a appelé l'école de médecine en se faisant passer pour Cathy le lendemain de sa disparition. Début décembre 2000, les journalistes new-yorkais parlent à nouveau de l'affaire. Et une rumeur court. Suzanne aurait accepté de donner une interview dans les semaines à venir. En cette veille de Noël, les policiers qui découvrent le corps de Suzanne ne constatent aucune trace d'effraction. Son sac à main est retrouvé intact sur la table de la cuisine. Il contient des cartes de crédit et du liquide. L'hypothèse du vol est donc vite écartée. Le meurtre ressemble à une exécution. Alors, en raison de ses liens avec la mafia, les enquêteurs privilégient d'abord la piste du règlement de compte. Peut-être un tueur à gages. Mais quelques jours plus tard, une lettre arrive au département de police de Los Angeles. Le timbre date du 23 décembre et il y a une faute d'orthographe sur l'enveloppe. C'est écrit Beverly Hills Police avec Beverly à la fin EY au lieu de Y seulement. Et à l'intérieur, un papier blanc où il est inscrit en majuscule 1527 Benedict Canyon, cadavre. Pourquoi un tueur professionnel souhaiterait accélérer la découverte de sa victime? Ça n'est pas du tout cohérent avec les pratiques de la mafia. Donc les policiers supposent que Suzanne connaissait son meurtrier, parce qu'elle lui a ouvert, en pyjama en plus, et parce que ce meurtrier ne pouvait visiblement pas se résoudre
a laissé pourrir son cadavre sur le plancher. En quelques jours, la nouvelle fait le tour des médias. Pour la famille et les amis de Cathy, les soupçons se portent immédiatement sur Robert Durst. Il a voulu la faire taire. Gilberte est furieuse que Suzanne soit morte avant d'avoir pu être interrogée. Les enquêteurs de Los Angeles aussi soupçonnent Durst. Il y a cette exécution et la note envoyée à la police. Et puis, Robert a envoyé 2 chèques d'un montant de 50 000 $ à Suzanne dans les semaines précédant sa mort. Est-ce qu'il aurait tenté d'acheter son silence avant de finalement l'éliminer pour ne pas qu'elle parle? Et Bobby, en plus, était en Californie au moment du meurtre. Mais comme 18 ans plus tôt, les autorités estiment ne pas avoir assez d'éléments pour accuser, ou simplement interroger, visiblement, Robert Durst dans cette affaire. De toute façon, il a déjà filé. Alors, accrochez-vous, parce que c'est pas fini, et si vous êtes en train de manger, arrêtez de manger, ou mettez sur pause cet épisode. Galveston est une petite ville texane située sur une île étroite dans le golfe du Mexique. Le 30 septembre 2001, il fait 22 degrés à midi. La brise de mer rafraîchit l'air, plus respirable qu'à Houston. Un petit garçon de 13 ans surveille sa canne à pêche quand il aperçoit une forme intrigante qui flotte dans la baie. On dirait un animal mort, ça ressemble à un cochon. Mais en plissant les yeux pour mieux distinguer les détails, l'enfant comprend qu'il s'agit d'un torse humain. Il alerte son beau-père qui appelle immédiatement la police. Des plongeurs sont appelés à la rescousse. En explorant les eaux de la baie, ils remontent à la surface plusieurs sacs poubelles noirs. Ces sacs contiennent les restes d'un homme qui semble plutôt âgé. Et dans les sacs, ils retrouvent aussi des documents, dont un journal ensanglanté adressé au 2200 Avenue K, Galveston, Texas. Quand les enquêteurs se rendent sur place, ils trouvent une petite maison coloniale divisée en 4 appartements. Les locataires à l'étage parlent volontiers de leur étrange voisin du dessous. Il s'agit d'un homme de 71 ans nommé Maurice Black et d'une femme plutôt âgée, sourde et muette, une certaine Dorothy Sinner. Elle est rarement là, mais un homme de sa famille vient entretenir les lieux. Quand les officiers s'avancent vers les fenêtres des appartements du rez-de-chaussée, ils tombent sur la scène de crime. À travers les vitres encrassées, ils distinguent parfaitement les traces de sang. Il y en a même sur le porche entre les 2 appartements. Dans la cour arrière, les policiers fouillent les poubelles et retrouvent un reçu d'opticien. Il est au nom de Robert Durst. L'opticien confirme qu'un certain Robert Durst lui a commandé de nouvelles lunettes. Les enquêteurs demandent donc à l'opticien de contacter ce client pour qu'il vienne les récupérer. Quand Robert Durst entre dans le cabinet de l'opticien, les policiers en profitent pour jeter un œil à sa voiture. Une scie à archer trône en évidence sur la banquette arrière. L'arrestation est rapide. Le suspect est petit, probablement malade. Il ressemble à un sans-abri. Comme le veut la procédure, les policiers entrent son nom dans le fichier informatique national qui ne révèle aucune arrestation. Sa caution est fixée à 300 000 $, 250 000 $ pour le meurtre et 50 000 $ pour la possession de marijuana. Grâce à cette coquette somme, les enquêteurs sont tranquilles. Ça laisse le temps aux plongeurs de retrouver la tête de Maurice Black. Mais 24 heures plus tard, à la grande surprise des policiers, Robert Durst paie sa caution. Les autorités du Texas tracent l'argent et contactent leurs homologues new-yorkais pour les informer de la situation. Mais ce n'est que lorsque Joe Becerra, prévenu par Gilberte Najami, contacte le département de police de Galveston que les officiers texans sont informés du passé de leurs fuyards. Les milliards de dollars, les gratte-ciel, New York, la disparition de Cathy Durst et le meurtre de Suzanne Berman.
Évidemment, Robert Durst ne se présente pas au tribunal le 16 octobre 2001, alors qu'il devait comparaître libre pour le meurtre et le démembrement du corps de Maurice Black. Il devient officiellement l'un des fugitifs les plus recherchés du pays. Joe Becerra ne tarde pas à décoller pour Houston. Il rejoint Galveston et rencontre Cody Casalas qui a arrêté Bobby, l'a interrogé et est de nouveau à sa recherche. Les informations qu'il donne à Joe pourraient l'étonner, mais l'enquêteur new-yorkais sait déjà que Durst est un tordu. Cody Casalas raconte que Robert Durst et Maurice Black sont arrivés mi-novembre dans cette maison. Bobby s'est fait passer pour une certaine Dorothy Sinner pour louer l'appartement. Il divaguait dans les quartiers difficiles de Galveston, habillé en femme, maquillé et coiffé d'une perruque. Quand il ôtait ses apparats, il s'asseyait sous le porche de la maison et fumait des joints. Maurice Black le rejoignait parfois. Les voisins les entendaient souvent se disputer. Bobby a emprunté le nom de Dorothy Sinner à une ancienne camarade de classe. La pauvre femme a contacté la police quand elle a vu son nom associé à cette affreuse affaire dans la presse. Dorothy Sinner, Jim Thurs, James Closty. Robert Durst est en fait un habitué des alias. Il a utilisé le numéro de sécurité sociale de nombreuses personnes pour déclarer des adresses dans différents États comme la Californie, la Virginie, la Floride, la Caroline du Sud, la Louisiane, le Massachusetts, le New Jersey, le Texas, le Mississippi et l'État de New York. Durst utilisait aussi ses identités pour acheter ou louer des véhicules et obtenir des cartes de crédit. Voilà 2 semaines que Maurice Black a été découpé en morceaux. Personne n'a réclamé son corps. Maurice Black, il est né en 1929 dans le Massachusetts. Certes, il a des frères et des sœurs, mais ces derniers l'accusent d'inceste. Il ne le voit plus depuis des années. Adulte, Maurice Black a rejoint la marine marchande et parcouru le monde. Il est réputé pour son mauvais caractère, sa tendance à entrer en conflit avec tous ceux qui croisent et sa détestation des femmes. Après la marine, Maurice Black s'installe quelque temps à Boston. Il y achète des appartements pour une bouchée de pain et gère lui-même les locations. C'est à cette période qu'il s'évapore. Est-ce qu'il a rencontré Bobby Durst dans le cadre de ses activités locatives? C'est bizarre parce qu'on ne lui trouve aucune voiture, aucune carte de crédit, aucune épouse, rien. Il aurait aussi bien pu être un mafieux ou un tueur à gages. Il possédait 137 000 $ répartis sur 6 comptes bancaires enregistrés en Dakota du Sud. Comme Bobby Durst, Maurice Black vivait chichement. Pour une rencontre qui relèverait du hasard, ça commence quand même à faire beaucoup de points communs. À présent, toutes les polices des États-Unis sont sur la piste du fugitif. Il a assez d'argent pour fuir au bout du monde ou se terrer au fin fond de l'Arkansas. Les agents du FBI pensent qu'il est encore sur le territoire américain. Les mesures de sécurité aux frontières sont renforcées depuis les attentats du 11 septembre qui ont traumatisé le pays quelques semaines plus tôt. Le 30 novembre 2001, un étrange vieillard fait ses courses dans un supermarché en Pennsylvanie. Il est petit et complètement chauve. Pas un poil de sourcil à l'horizon. Il est filmé par les caméras de surveillance. Dans l'arrière-boutique, l'homme de la sécurité, qui est devant l'écran, est intrigué par son manège. Le client attrape une boîte de pansement, l'ouvre, s'en colle un sur le visage et fourre la boîte dans sa poche. Il se dirige ensuite vers les rayons d'alimentation avant de cacher un sandwich sous sa veste. Puis il sort du magasin et se fait rattraper par le vigile qui appelle la police. Quand l'officier Dean Benner arrive, le voleur s'excuse. Le policier le menotte pour être tranquille jusqu'au poste de police. Sur la banquette arrière, l'homme marmonne pour lui-même « Je peux pas y croire. J'ai 58 ans et je me fais arrêter pour un vol. Quel con, quel con !» Dean Benner note le numéro de sécurité sociale que lui donne le voleur assis en face de lui. Il a 500 $ dans ses poches. Pourquoi voler un sandwich et une boîte de pansement quand on a 500 $ dans ses poches? Un bureau sépare les deux hommes, mais le policier n'aime pas beaucoup ce qu'il voit.
ni les mimiques, ni le regard froid, ni la voix trop calme de son invité. Il pose son crayon, se penche de nouveau sur ses notes. Pourquoi avez-vous donné un autre numéro de sécurité sociale au gardien de sécurité du magasin? Lequel est le bon? Le voleur change d'attitude. Il semble anxieux, sur la réserve. Le policier n'hésite pas une seconde. Il attrape son téléphone et compose un numéro. Au bout du fil, quelqu'un note les chiffres qu'il dicte et lui communique les informations sur la personne associée au numéro de sécurité sociale. Quand il raccroche, le policier plonge son regard dans celui de Robert Durst. « Alors, quand étiez-vous au Texas pour la dernière fois ?» Le procès s'ouvre en septembre 2003. L'État du Texas accuse Robert Durst du meurtre prémédité au premier degré de Maurice Black. Robert a embauché une équipe d'avocats menée par Dick de Guérin, réputé féroce et efficace. Quand l'accusé se présente au tribunal, ses cheveux et ses sourcils ont repoussé. Rasé de près, il porte des lunettes rectangulaires et un costume impeccable. Ses avocats clament l'autodéfense. Maurice Black était un misanthrope imprévisible. Robert Durst aurait en fait tiré au cours d'une bagarre pour reprendre son arme des mains de Maurice Black qui le menaçait. Et persuadé qu'on ne le croirait pas, Durst aurait pris la décision de se débarrasser du corps de son voisin en le découpant et en dispersant ses restes dans la baie de Galveston. Un acte de panique, disent-ils. Comme le veut la loi américaine, le jury n'est informé ni de la disparition de Cathy Durst, ni du meurtre de Susan Berman. Nous ne saurons donc jamais si la mort de Maurice Black a elle aussi servi à protéger les secrets de Robert Durst. Durst témoigne à la barre du 22 au 28 octobre 2003. Le 11 novembre, le verdict tombe. Non coupable. Considérant que les preuves manquent pour l'accusé de meurtre au premier degré, les jurés acquittent Durst. Ils ont ce qu'on appelle un doute raisonnable. Même l'accusé n'en revient pas. Les caméras zooment sur lui et les yeux fermés, on le voit inspirer en relevant la tête puis ramener son menton sur sa poitrine. Durst se retourne pour remercier ses avocats. Tous sourient. Bobby sait qu'il l'a échappé belle. Le procès est terminé. Malgré cet acquittement, Durst est accusé d'avoir fait disparaître des preuves en démembrant le corps de Maurice Black. Ouf! On lui reproche aussi de ne pas s'être présenté à la cour le 16 octobre 2001. Et cette fois, sa caution s'élève à 3 milliards de dollars. Ses avocats font appel. Le montant de cette caution est finalement déclaré inconstitutionnel et revu à la baisse. La caution sera finalement fixée à 450 000 dollars. Le 21 décembre 2004, Robert Durst plaide coupable des faits qui lui sont reprochés. Il est condamné à 5 ans de prison. Et puisqu'il a déjà passé 2 ans derrière les barreaux, il ne lui en reste plus que 3 à purger. Le 15 juillet 2005, Robert Durst bénéficie d'une liberté conditionnelle. Il doit cependant demander une permission aux autorités s'il souhaite quitter la ville texane où il habite. Pourtant, en décembre de la même année, Robert Durst entreprend un petit voyage à Galveston. Il va se planter devant la maison où il a démembré Maurice Black, puis entre dans un supermarché où il tombe sur la juge qui a présidé son procès. Alors, évidemment, Robert retourne en prison pour violation des termes de sa libération conditionnelle. Mais il est de nouveau relâché le 1er mars 2006. L'histoire de Robert Durst aurait pu s'arrêter là. Mais c'était sans compter le réalisateur Andrew Jarecki. Jarecki, il est né en 63 dans une famille de cinéastes. Il est diplômé de la célèbre université de Princeton et cofonde Moviefone qu'il vend à AOL en 99. Pour les plus anciens d'entre nous, vous vous souvenez d'AOL. En 2003, il réalise son premier documentaire. 7 ans plus tard,
Andrew Jarecki dirige et produit le film All Good Things, les bonnes choses, d'après le nom du magasin d'alimentation que tenaient Robert et Katy Durst dans les années 70. Le film retrace la vie d'un milliardaire dont les proches disparaissent mystérieusement ou sont assassinés. Ryan Gosling joue Robert Durst et Kirsten Dunst le rôle de Katy Durst. Quand All Good Things sort en salle, Andrew Jarecki, le réalisateur, reçoit un appel de Bobby qui le félicite. Il lui répète qu'il a adoré le film. Le cinéaste a alors une idée. Il veut réaliser une mini-série documentaire sur Robert Durst qu'il intitulera La malédiction, la vie et les morts de Robert Durst. Durst, il est ravi d'être sous le feu des projecteurs. Et malgré les mises en garde de ses avocats, il se laisse interroger par Jarecki durant plusieurs heures face caméra. Le réalisateur fait appel à des proches et le documentaire diffusé sur HBO en 2015 révèle au public de nouveaux détails. On apprend que Douglas Durst est terrorisé par son grand frère. Il a recruté un garde du corps et obtenu une ordonnance de protection, comme 13 autres membres de la famille Durst. Robert avait en effet pris l'habitude de menacer son frère, d'Igor Douglas, comme le nom de ses chiens, et de se rendre muni d'armes à feu devant sa maison. Durant le montage des derniers épisodes, l'équipe découvre ce qui va devenir l'un des moments les plus célèbres de la télévision américaine. Le beau-fils de Susan Berman a fouillé dans ses affaires et transmis à Jarecki une lettre envoyée à Susan. Elle vient de Bobby. Sur l'enveloppe, l'homme a écrit l'adresse de sa meilleure amie. Susan Berman, 1527 Benedict Canyon, Beverly Hills. Mais Robert Durst s'est trompé dans l'orthographe de Beverly Hills. Il a ajouté un E avant le Y, comme dans la note adressée au département de police de Los Angeles après le meurtre de Susan Berman. Alors quand Jarecki le confronte aux deux documents, Durst s'étire et gigote nerveusement, incapable de fournir une explication satisfaisante. Il s'est fait prendre à son propre jeu. Alors que le tournage est terminé depuis longtemps, l'équipe engage un nouveau monteur. Ce dernier veut s'imprégner de l'affaire et décide d'écouter toutes les interviews. Il s'étonne de trouver un enregistrement sonore sans images. Il y a juste un bourdonnement et un bruit d'eau. En fait, il s'agit de Robert Durst, qui a oublié de retirer son micro attaché à sa chemise avant d'aller aux toilettes. Comme à son habitude, il marmonne pour lui-même et prononce ces mots qui feront le tour du monde. Voilà, ils t'ont attrapé. Qu'est-ce que j'ai fait? Je les ai tous tués, bien sûr. Le 14 mars 2015, soit la veille de la diffusion du dernier épisode de Jinx, la malédiction, Robert Durst est arrêté par le FBI à l'hôtel Marriott de la Nouvelle-Orléans. Il avait réservé au nom d'une certaine Everett Ward. Dans sa chambre d'hôtel, les agents trouvent un calibre 38 chargé, de la marijuana, une fausse carte d'identité, son acte de naissance, son passeport, des cartes routières de Louisiane, Floride, Cuba, ainsi qu'un masque en latex censé transformer l'apparence. Il détient plus de 42 000 $ en espèces. 117 000 autres dollars l'attendent via UPS. Il aurait aussi retiré quelques 300 000 $ supplémentaires à Houston en un mois suite à une transaction immobilière. Avec tout cet argent, Bobby aurait pu fuir dans un pays qui n'extrade pas les ressortissants américains, comme Cuba, par exemple. Durst est poursuivi par l'État de Louisiane pour possession d'armes à feu chargées. En raison de son passé, il risque gros. De Guérin, son avocat, est encore là pour le défendre. En février 2016, Durst est condamné à 7 ans de prison pour ces faits. Il est d'abord incarcéré en Indiana, avant d'être transféré à la prison du comté de Los Angeles, où il attend son procès pour le meurtre de Susan Berman. Le 2 mars 2020,
Le procès de Robert Durst débute en Californie. Contrairement au premier procès, le procureur est autorisé à dévoiler les liens entre l'accusé, Katie Durst, et Maurice Black. Dans une scène surréaliste, ses avocats rejouent le prétendu accident de Galveston. Dick de Guerin campe leur client et David Chesnoff joue Maurice Black. Les deux hommes, munis de masques chirurgicaux, on est en plein Covid, se bousculent allongés sur la moquette du tribunal. Enfin, Robert Durst avoue avoir écrit la note destinée au département de police de Los Angeles après la mort de Suzanne. Le procès est suspendu en raison de la pandémie Covid-19. Il doit reprendre en mai 2021. Le 13 mai, les avocats de la défense demandent l'annulation du procès en raison du cancer de la vessie diagnostiqué à leur client. La Cour refuse et le procès reprend le 17 mai 2021. Robert Durst se présente amaigri et en fauteuil roulant. Il a 78 ans, mais il en fait 20 de plus. Durant 11 semaines, les proches de Bobby se succèdent à la barre. On apprend que Suzanne Berman se serait bien fait passer pour Katie auprès de l'école de médecine. Durst a même admis à l'un de ses plus proches amis avoir tué Suzanne. Je devais le faire, c'était elle ou moi, je n'avais pas le choix. Le 17 septembre 2021, les jurys rendent leur verdict après 3 jours de délibération. L'accusé est reconnu coupable du meurtre au premier degré de Suzanne Berman. Ses avocats font appel le 24 septembre. Ils réclament un nouveau procès. Le 14 octobre 2021, Robert Durst est condamné à la prison à vie sans possibilité de libération conditionnelle pour le meurtre de Suzanne Berman. Mais le 10 janvier 2022, Robert Durst meurt en prison. En février 2022, une juge de la Cour supérieure de Los Angeles lit quelques lignes d'un document posé devant elle. Les mots sont juridiques, mais le fond est le suivant. Puisque Robert Durst est mort avant le procès en appel, toutes les charges contre lui sont définitivement abandonnées. Finalement, Robert Durst n'a jamais été inquiété pour le meurtre de Katie. Il a tué Suzanne en 2000 sans être interrogé non plus. Il a abattu Maurice Black moins d'1 an plus tard, avant d'être acquitté de meurtre au premier degré en 2003. Et quand un procureur a enfin eu le courage de le poursuivre en justice, sa fortune lui a permis d'engager les avocats stars du moment pour assurer sa défense. Durst était persuadé de s'en sortir jusqu'à sa mort. Sinon, pourquoi aurait-il accepté les interviews de Jarecki ? Alors on peut se demander s'il n'aurait pas profité de cette impunité pour commettre d'autres crimes. Pourquoi utiliser de fausses identités pour louer des appartements, des chambres d'hôtel et des voitures ? Quand il était marié à Katie, il s'absentait plusieurs jours sans lui dire où il allait. Que faisait-il ? Et pourquoi passait-il la moitié de son temps à se pavaner avec la bonne société et l'autre moitié à fréquenter les sans-abri des quartiers difficiles ? Pourquoi la découpe du corps de Maurice Black était-elle si précise ? Était-ce vraiment la première fois ? Les enquêteurs ont donc planché sur les cold cases des États dans lesquels Durst a habité. Et ils ont découvert 2 affaires de disparition dans lesquelles il est devenu le suspect numéro 1. En 1971, Lynn Schultz a 18 ans. Elle vit sur le campus de l'université de Middlebury, dans le Vermont. Le 10 décembre, elle se rend au magasin local All Good Things, tenu par Katie et Robert Durst, alors fraîchement mariés. Vers 12h30, des témoins la voient manger des prunes sur le trottoir à proximité du magasin. Elle leur dit qu'elle attend le bus pour New York. Lynn retourne ensuite dans son dortoir, qu'elle quitte à 1h-5 pour se rendre à un examen de fin de semestre. En chemin, elle fait demi-tour pour retourner chercher un crayon. Et elle ne se présentera jamais à l'examen. À 14h15,
Lynn est de nouveau aperçue à quelques mètres du magasin All Good Things et de l'arrêt de bus. Elle a laissé ses papiers d'identité, son carnet de chèques et toutes ses affaires dans sa chambre universitaire. Ses parents ne sont prévenus de sa disparition que 7 jours plus tard. Lynn aurait aujourd'hui 70 ans. Karen Mitchell, 16 ans, est en vacances scolaires quand elle disparaît le 25 novembre 1997. Elle travaille dans un centre d'aide sociale d'Eureka, en Californie. En débauchant ce jour-là, elle rend visite à sa tante qui en a la garde dans son magasin de chaussures. Vers 14h45, elle quitte la boutique et marche sur le trottoir. Un témoin voit Karen dans une voiture bleu clair à 4 portes, qui pourrait être une Ford Granada, une Mercury Monarch ou une Nissan, immatriculée à Eureka. Le conducteur est un homme petit, blanc, entre 60 et 70 ans. Il a des cheveux blonds ou gris clair, des yeux clairs, un large nez peut-être cassé et des lunettes fines rectangulaires. Il porte une chemise bleue à manches longues et manque de renverser le témoin en démarrant. Or, Robert Durst se serait rendu plusieurs fois dans le magasin de chaussures de la tante de Karen en mars 1998, soit 3 mois après la disparition. À cette époque, il vivait dans une maison cossue de Trinidad, ville côtière qui est située à 30 minutes d'Eureka. Il aurait aussi fréquenté le centre d'aide sociale où travaillait l'adolescente. Il traînait aux alentours des locaux, sympathisait avec des sans-abri, disparaissait plusieurs mois et revenait quelques jours avant de s'évaporer de nouveau. Est-ce qu'il repérait des proies ? Toujours est-il que Durst ressemble étrangement au portrait robot diffusé dans l'affaire de la disparition de Karen Mitchell. Les policiers ont même ajouté sa photo au dossier. Mais il est sûrement déjà trop tard. Les enquêteurs n'ont jamais interrogé Robert Durst au sujet des disparitions des 2 adolescentes. Il y a peu de doutes sur le destin funeste de Cathy Durst. Elle est d'ailleurs déclarée morte par un juge de Manhattan le 7 avril 2017, 35 ans après sa disparition. Cathy était une jeune femme pétillante, intelligente et volontaire. Fille d'ouvrier, elle avait le goût du travail et comptait consacrer sa vie à soigner les autres. Elle a probablement été tuée le 31 janvier 1991 dans son cottage de South Salem. D'après Gilbert Najami, elle était bien décidée à quitter Robert ce soir-là. Or, on sait que la séparation est l'élément déclencheur du passage à l'acte le plus fréquemment rencontré. Dans l'imaginaire collectif, parce que l'homicide conjugal est rarement décrit objectivement, le meurtre devient presque accidentel. Un coup de feu, une bousculade dans l'escalier, une chute contre un coin de table, un étranglement de rage de quelques secondes. Mais en réalité, les corps étudiés par les médecins légistes sont massacrés, les visages méconnaissables tant ils sont gonflés. Les victimes ont les bras, les jambes et le ventre recouverts de bleu. Les ongles arrachés de s'être défendus, les côtes cassées. Les meurtriers, ils ont eu 100 fois le temps de se reprendre, mais ils ont continué jusqu'à ôter la vie. En cas de strangulation, par exemple, la victime peut perdre connaissance en quelques dizaines de secondes, mais il faut prolonger l'étranglement environ 4 minutes pour tuer. On se souvient tous de Jonathan Naval criant à l'accident, qui avait en fait frappé son épouse Alexia d'une dizaine de coups au visage avant de l'étrangler durant de longues minutes. Les tueurs n'ont rien à perdre, ils tentent juste d'attirer la sympathie pour atténuer leur sentence. Et quand bien même ils auraient des remords, leur parole est inaudible. Comment Robert a-t-il tué Cathy ? On ne le saura probablement jamais. Alors il serait confortable de penser que les choses ont changé depuis les années 80. Pourtant, aux États-Unis, le pourcentage de femmes tuées qui ont pour meurtrier leur partenaire ou ex-partenaire est de 43% en 1980. Ça décline jusqu'à 38% en 1995 avant d'atteindre finalement 45% en 2008. Dans ce pays, 3 femmes sont tuées par leur conjoint ou ex-conjoint chaque jour. En France, une femme est victime d'homicide conjugal tous les 3 jours. Comme Cathy, elles avaient toute une histoire.
Eh bien, écoutez, je vais vous laisser là-dessus. Je sais pas vous, mais cette affaire m'a laissé une telle impression d'injustice que j'ai été en colère, pratiquement tout le temps où j'ai fait des recherches dessus. L'histoire est folle et en fait, on se dit qu'il a échappé à la justice en raison de son argent et du pouvoir que cette richesse, lui conférait. Et c'est vrai que le fait qu'il ait pu tuer à la fois sa femme, mais aussi sa meilleure amie pour d'autres raisons, pour un autre motif, et encore son voisin pour peut-être un autre motif, on se dit: «Mais en fait, il c'était un tueur en série, qui n'avait pas vraiment de profil défini de victime, quoi». Donc il a pu, tuer énormément de personnes et surtout le fait qu'il traînait toujours, dans des quartiers difficiles avec des personnes qui étaient en difficulté, qui avaient pas de famille et cetera. Combien de personnes il a pu tuer sans que personne se rende compte que ces personnes-là avaient disparu? Je pense qu'il a profité de la fragilité de ces gens-là et on ne saura jamais, mais je mettrai ma main gauche à couper qu'il a tué bien plus que 3 personnes. Je vous laisse là-dessus et je vous dis à bientôt pour le prochain épisode du podcast Disparu.